Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce bulletin d'information aujourd'hui par l'Éthiopie où Abiy Ahmed, le premier ministre justement de ce pays, a nommé à la tête du ministère de la Défense une femme. Il s'agit donc d'Aïcha Mohamed et c'est donc la première femme à occuper ce poste dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Avec sa nomination, on entre donc dans le respect de la parité au sein du gouvernement éthiopien. C'est un reportage de Victoire Dimala. Le gouvernement éthiopien maintient la parité de genre dans ses rangs. Au sein du remaniement du gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, un nouveau élan pour délivrer les réformes est effectué. Une femme a été nommée ministre de la Défense. Cette nomination est une grande première dans ce pays. Abiy Ahmed a décidé de placer à la tête de la défense éthiopienne Aïcha Mohamed, originaire de la région d'Afar, dans le nord-est du pays. Aïcha Mohamed est désormais la nouvelle garante de la défense du territoire éthiopien. Elle aura la lourde mission de faire retentir l'ordre, mais surtout de prévaloir la sécurité et l'intégrité de son pays au niveau national et international. Elle supervisera l'appareil de renseignement et de sécurité éthiopien, y compris la Commission fédérale de police. La nouvelle équipe gouvernementale compte 50% de femmes. Le Premier ministre Abiy Ahmed se démarque et se positionne désormais comme un acteur du changement. Il a déclaré que son processus de réforme va se poursuivre pour continuer à s'attaquer aux problèmes structurels et stratégiques qui ont souvent conduit l'Éthiopie à la dérive. En donnant ainsi une place importante et réelle à la femme dans le gouvernement, il a apporté la réponse à ces problèmes structurels. Cette fois-ci au Togo, l'opposition dénonce donc des violations aux politiques à l'endroit de certains de ses membres. Des dénonciations donc qui interviennent à quelques mois justement des élections législatives prévues pour décembre prochain dans le pays. C'est un reportage signé une fois de plus par Victoire Dimala. L'opposition togolaise a fermement décrié les violences politiques survenues ce 16 octobre à Akara, une localité située dans le nord du pays. Dans un contexte de tension, en marge des préparatifs liés au scrutin des législatives prévu pour le mois de décembre prochain, l'opposition togolaise a dénoncé des actes de violence, notamment le passage à tabac de l'un de ses représentants à Akara, nommé Essoé Passo, le coordonnateur de la C14, coalition des partis de l'opposition, aurait été battu par plusieurs personnalités encore non dénombrées aujourd'hui. Mais également les actes de violence sur le président du bureau fédéral de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, principal parti de l'opposition. Ces deux personnalités auraient été molestées dans la nuit du 15 au 16 octobre dernier, à en croire aux déclarations de plusieurs leaders de l'opposition qui les auraient conduits dans des centres de santé. Depuis plusieurs semaines, l'opposition togolaise dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin des législatives. L'opposition manifeste d'ailleurs fréquemment pour la limitation des mandats présidentiels en raison de la durée au pouvoir depuis 40 ans de la famille Gnassingbé. Cette opposition togolaise qui rassure aujourd'hui de rester vigilante quant à la préparation de l'élection législative. Toutefois, la longue marée humaine aurait terminé sa marche ce jour près du collège Saint-Joseph pour achever la série de manifestations pour exiger le retour à la constitution originelle de 1992. En Côte d'Ivoire, c'est le Front ivoirien justement qui prépare les élections présidentielles à venir de 2020. Et donc le parti de Laurent Gbagbo espère mettre toutes les chances de son côté pour reconquérir justement le pouvoir d'État. Et donc pour ce faire, la faction de Aboudran Sangaré justement a organisé samedi dernier des élections sur tout l'ensemble du territoire ivoirien pour redynamiser justement l'instance du parti. C'est un reportage de nos correspondants Isaac Tao et Oscar Goué. Remobiliser les troupes dans l'unité et la cohésion entre militants et sympathisants pour un front populaire ivoirien plus fort que jamais en Côte d'Ivoire. Tel est le but pour lequel les dirigeants du FPI ont organisé des élections dans toutes les localités récemment dans le pays. Dans la localité de Guiglo, précisément à l'ouest de la Côte d'Ivoire,
c'est le domicile de l'ex-ministre Émile Guéroulou qui a servi de cadre à l'Assemblée générale élective tenue pour la circonstance. Blaise Diegba, président des séances, donne des précisions. Il s'agit pour notre parti de remobiliser les troupes en procédant au renouvellement de ses organes de base, à savoir la fédération, ainsi qu'au renouvellement des membres du comité central qui vont prendre les grandes décisions de ce parti pour la suite des événements. Donc nous sommes venus ici à Guiglo procéder au renouvellement des fédérations de Guiglo communes et de Guiglo sous-préfecture d'une part, au renouvellement des membres du comité central issus de Guiglo commune et issus de Guiglo sous-préfecture. Poursuivant, le président Blaise Diegba a dressé le bilan de cette AG élective. Nous avons vu à Guiglo des militants et des sympathisants debout, engagés pour la victoire du Front populaire ivoirien à Guiglo, et ça nous a fait chaud au cœur. Voilà. Nous pensons que Guiglo est parti pour nous permettre de gagner les élections 2020 à Guiglo. Au cours de cette AG élective, en vue de voir la famille du parti du président Laurent Gbagbo réunis, ont été élus secrétaire national du FPI, Guy Monsieur pour Guiglo, sous-préfecture, et moi, Glagnon, pour Guiglo commune. C'est très heureux de ces élections que Sylvain Moi, Glagnon, a déroulé un pan de son programme d'activité. Je vais satisfaire immédiatement dans les jours à venir, c'est la mise en place des sections. Les sections qui étaient au nombre de 11 vont passer à 26 sections. Donc, les jours à venir, les sections seront renouvelées. Il faut noter que plusieurs missions éclatées ont parcouru la Côte d'Ivoire en vue de remobiliser et installer les fédéraux militants du Front populaire ivoirien. Cette assemblée générale élective de Guiglo a été supervisée par Lambert Lauré. Parlons toujours d'élections en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci de l'élection locale. C'est donc la coalition au pouvoir qui a raflé la majorité des sièges aux régionales et municipales. Les élections locales qui avaient valeur de test avant la présidentielle de 2020 ont été émaillées de violences et de contestations dans plusieurs localités du pays. Le taux de participation s'élève à 46,4% pour les régionales et à 36,2% municipales. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix glane 46,4% des voix, remportant ainsi 92 communes municipales. Son ancien allié, désormais rival politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, arrache 50 communes avec 28% des voix. Le parti d'Henri Konan Bédié reste au contrôle de la commune présidentielle de Cocody, du quartier résidentiel de Makori et la cité administrative du plateau qualifié de commune de la riche Côte d'Ivoire. Nous mettons le cap cette fois-ci au Cameroun, où c'est l'opposition, elle aussi, qui monte au créneau après donc les élections présidentielles qui se sont tenues le 7 octobre 2018 dans le pays. Et donc certains membres de l'opposition ont décidé de déposer justement des recours au sein de la Cour constitutionnelle en décriant justement des fraudes qu'il y avait eu durant justement ces élections selon ces partis politiques. Il décrit également des fraudes au niveau des bureaux de vote. C'est un reportage signé par Linda Sibafo. Avant l'heure de la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, c'est le moment du règlement du contentieux électoral au Cameroun. Ceci fait suite à l'autoproclamation en tant que vainqueur de l'élection de Maurice Kamto, de la demande d'annulation partielle du scrutin par Joshua Ossi et du recours de Cabral Libi qui dénonçait des irrégularités, ces trois candidats en lice pour la présidentielle 2018. Une audience qui s'annonce très longue, près de 10 heures de plaidoirie durant lesquelles les avocats ont discouru devant le président de l'instance, Clément Atangana. Les 11 membres de l'instance doivent statuer sur 18 recours en annulation partielle au total du scrutin pour diverses fraudes
Les hostilités ont donc débuté avec le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui a été le premier à passer dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel, avec une équipe de 15 avocats, parmi lesquels Maître Akere Mouna, lui aussi ex-candidat qui a décidé de se rallier à la cause du MRC. Il dénonce l'absence d'indépendance de certains membres du Conseil constitutionnel, soupçonnés d'avoir des accointances avec le président Paul Biya. La plupart des requêtes ont été jugées irrecevables. La séance a été ensuite suspendue pour un délibéré, mais ce qu'il en reste de vérité, autant en amont qu'en aval, c'est le fait que seul le Conseil constitutionnel a l'autorité de proclamer les résultats officiels. La suite au prochain rendez-vous fixé ce mercredi avec les deux autres intéressés. Toujours au Cameroun, mais cette fois-ci dans la ville de Douala, une quinzaine de jeunes ont donc bénéficié d'une formation sur le leadership et le développement des entreprises. Ce séminaire donc, qui a duré 5 jours est une initiative du Centre du leadership Afrique Yaliste. Un reportage de Michel Zéli. Inculquer aux jeunes Africains l'esprit de leadership, de citoyenneté et d'entrepreneuriat, et ainsi que du changement personnel transformateur, tel est l'objectif que se fixe l'initiative pour les jeunes leaders africains, en abrégé YALI, lancé en 2010 par l'ex-président américain Barack Obama. Comme vous vous rappelez, depuis 1970, le président Obama a dédié un volet spécifique à la jeunesse africaine. Ceci a été lancé avec 3 objectifs. Accompagner les jeunes Africains dans la dynamique de faire l'émergence économique, le développement, la prospérité, comme premier objectif. Deuxième objectif, que la jeunesse africaine contribue significativement à la vie et à la gouvernance démocratique. Et troisième objectif, qu'il contribue de façon aussi significative pour la paix et la stabilité. Le Centre régional de leadership YALI Afrique de l'Ouest, dont le siège est basé à Dakar au Sénégal, a organisé à Douala au Cameroun un séminaire du 8 au 12 octobre 2018. Ce programme qui cible des jeunes dont l'âge varie entre 18 à 35 ans bénéficie par ailleurs d'un appui financier de la Fondation City. Animé par le Sénégalais Omar Thiam et le Gabonais Casimir Assamba Mbeng, ce séminaire a réuni une quinzaine de jeunes qui, durant 5 jours, ont été formés dans le processus de lancement d'une entreprise. Les participants au terme de ce séminaire doivent être à mesure de finaliser leurs offres commerciales et projections financières, mais également livrer leur business plan finalisé, disposer d'un plan détaillé de mise en œuvre et mettre à jour leur business plan. La satisfaction chez les séminaristes est générale. Souvent, il faut d'abord entrer dans la chose pour mieux comprendre. Moi, personnellement, avant d'être là, j'étais aussi de ceux-là qui pensaient que c'était vraiment très difficile de monter un business plan. Mais au sortir de cette formation, tous les rudiments qu'on a reçus, je pense que c'est quelque chose d'assez simple. Je ne peux pas dire que facile, mais simple à monter. Il suffit juste d'avoir les éléments nécessaires pour faire le business plan en tant que tel. Et puis au Kenya, cette fois-ci, ce sont les fabricants qui ont donc appelé ce 16 octobre 2018 à l'allègement des taxes justement pour renforcer la compétitivité du secteur. Le président de l'association des fabricants du Kenya a déclaré que les coûts de production actuels au Kenya sont environ 10% plus élevés que ceux des autres pays producteurs à faible coût. Lors du 4e sommet annuel de la fiscalité, ils ont exhorté donc le gouvernement à réduire les impôts afin de pouvoir fabriquer des produits compétitifs dans la région. L'événement de 3 jours a rassemblé plus de 100 décideurs et experts en fiscalité pour examiner les moyens d'élargir l'assiette fiscale du Kenya. Pour le président de l'association des fabricants, le Kenya est un exportateur clé des produits manufacturés dans la région de l'Afrique orientale et centrale. Mais la hausse des coûts a entraîné une perte progressive du marché. Pour lui, les allègements fiscaux inciteraient donc les fabricants à développer
développer leur capacité de production. Il a déclaré que le Kenya n'était pas compétitif dans les secteurs industriels fortement tributaires d'une électricité abordable. Le président a noté que les secteurs de l'agroalimentaire, du textile, de l'habillement et du cuir représentent les industries les plus prometteuses au Kenya. En République démocratique du Congo, le pays a donc annoncé qu'il a signé un accord avec les partenaires chinois et espagnols justement pour la construction d'un barrage dans ce pays, un barrage hydroélectrique d'un montant justement de 14 milliards de dollars. C'est un reportage signé par Junior Wafo. Inga 3, tel est le nom du projet qui, après sa construction, devra compléter la production de 2 centrales vétustes construites entre 1972 et 1982 en République démocratique du Congo, un pays où moins de 10% de la population a accès à l'électricité. Les 11 000 MW du barrage Inga 3 devront à la fois subvenir aux besoins énergétiques dans le sud-est du pays qui souffre de graves pénuries d'électricité et remplir les caisses de l'État qui, à cet effet, a déjà signé une option d'achat d'énergie générée par le projet avec l'Afrique du Sud, ainsi que certains groupes miniers du Katanga. En projet depuis plus d'une trentaine d'années, Inga 3 va finalement être effectif, car il faut le rappeler, ce projet a été moult fois avorté. À titre d'exemple, en 2016, la Banque mondiale avait suspendu les versements d'un don de 73,1 millions de dollars, car elle estimait que le projet avait pris une direction autre que celle convenue au départ. Mais avec cet accord, le projet, qui n'est qu'à la première phase de la lutte contre les délestages en République démocratique du Congo, semble avoir trouvé un second souffle. Nous restons en Afrique. Certains chefs d'État africains ont décidé de faire de la lutte contre le terrorisme leur cheval de bataille. Et c'est donc à travers la liaison de ces différents pays et surtout à travers Afripol, qui est donc cette source policière justement qui sera utilisée pour contrecarrer le terrorisme en Afrique. C'est un reportage de Khalid Mahama. Afripol signera en janvier un accord avec la coopération internationale de la police criminelle Interpol. C'est du moins l'une des résolutions prises au cours de cette assise, comme nous le mentionne le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui. Dans la même veine, ce dernier a précisé que l'organisation Afripol va concentrer ses efforts sur la lutte contre le terrorisme, les crises transnationaux et électroniques. De l'autre côté, pour relever les principaux défis sécuritaires du continent, à l'instar du terrorisme, du trafic de stupéfiants et de la cybercriminalité, le ministre de l'Intérieur algérienne, Noureddine Bedoui, fait appel à une stratégie africaine commune de coopération et d'échange. Pour rappel, la première assise d'Afripol s'est tenue en 2017 dans la capitale d'Algérie, pays où, en 2013, à Oran, lors d'une réunion d'Interpol, est venue cette idée de création d'un mécanisme de coopération policière afin de promouvoir l'interconnexion entre les polices du continent africain. Au Tchad, nous nous intéressons à la santé et donc la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer du sang et du col de l'utérus a donc lancé une campagne de dépistage gratuit. Selon donc le directeur exécutif de la Ligue, Dr Manikasse Palouma, la consommation du tabac, le vagabondage sexuel, le mariage précoce, les pertes blanches à répétition font donc partie des causes de ces cancers. Selon lui, l'objectif de cette campagne est de dépister les femmes très tôt, car lorsque le cancer est rapidement détecté, il est facile de le guérir. En guise de rappel, ce dépistage concerne exclusivement les femmes âgées de plus de 25 ans, car ces types de cancer, c'est-à-dire le cancer du sang et du col de l'utérus, n'apparaissent qu'après cet âge-là. Commencé donc le 15 octobre 2018, la campagne durera 7 jours dans le pays. Le mois d'octobre, surnommé Octobre Rose, est donc dédié à la lutte contre le cancer du sang. Cette forme de cancer est la plus répandue en Afrique. À Madagascar, c'est donc les zébus qui ont eu leur ticket
historique pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2019 au Cameroun. Qui l'eût cru? Et pourtant, c'est vrai, c'est rentré dans les annales de l'histoire. Madagascar est le premier pays à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. La Grande Île a validé donc son ticket à domicile en battant la Guinée équatoriale par 1 but à 0. Et justement, avec 10 points, les Zébus ne peuvent plus être éliminés et viennent donc de s'ouvrir le chemin qui mène droit à Yaoundé. Les matchs à venir donc celui contre le Soudan ne seront donc que des formalités. Le Sénégal et le Soudan vont également partir du groupe A. Les Lions de Teranga devraient également réserver leur place et s'ils battaient le Soudan tout à l'heure. Maintenant, nous mettons le cap au Maroc où près de 6 personnes ont perdu la vie dans un déraillement de train et 86 autres ont été blessés. C'est un bilan provisoire enregistré justement par la police locale du pays. Cet accident a eu lieu près de Rabat. C'est un reportage signé par Fallon Tunia. 7 morts et plus de 80 blessés, c'est le bilan du déraillement d'un train au Maroc. En effet, la locomotive et le wagon de tête auraient percuté les piles d'un pont entre Rabat et Kénitra. Parmi les 7 morts, on compte le chef du train et l'assistant du conducteur. Selon certains responsables, il y aurait une centaine de blessés, dont 7 cas graves, 1 en réanimation et 3 en soins intensifs à l'hôpital militaire de Rabat. Un communiqué diffusé par l'ONCF stipule qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident et que la compagnie apportera dès que possible plus de précisions à cet effet. De son côté, le roi Mohamed VI a décidé de prendre en charge les frais d'inhumation des victimes et des blessés. Nous terminons ce bulletin d'information par l'Algérie. La majorité donc a empêché, a bloqué les portes de l'Assemblée nationale. C'était ce 16 octobre 2018. Ces députés donc ont interdit au président d'avoir accès à cette Assemblée nationale. Il l'appelle à démissionner en l'accusant justement de mauvaise gestion. C'est un reportage signé par Lydiane Ndedi. Et cet élément, nous l'écouterons dans nos prochaines éditions d'information. C'est sur ce donc que nous mettons en thème à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média de votre fidélité et nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.